Bonjour à tous, merci d'être venus déjà, ça fait plaisir. Alors aujourd'hui, moi je vais vous parler de la transition, comment faire la transition entre le design holo, voilà, des anciennes, si je puis dire, applications Android, vers le material design qui est le nouvel ensemble de règles de design pour les applications Android, entre autres de chez Google. Voilà. Donc pour commencer, je me présente, je m'appelle Quentin Salade, je suis développeur Android dans une société qui s'appelle IDEapps. Voilà, on développe des applications mobiles pour toutes les plateformes. Là, on a un stand au rez-de-chaussée, si vous voulez venir nous voir, regarder un petit peu ce qu'on a fait, discuter, tout ça. Voilà. Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, @airlis. Voilà, avant de parler un petit peu plus en détail de comment vous allez pouvoir implémenter le Material Design, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est le Material Design? Voilà. Et revoir un petit peu d'où on vient finalement, parce que peut-être qu'il y en a qui s'en souviennent. Qui avait commencé sur Android 1.x, 2.x à développer? Ouais, vous vous rappelez, c'était moche hein, quand même. Voilà. Donc c'est sorti vers 2008. On avait à l'époque deux thèmes principaux, un thème light, un thème dark. C'était relativement simple, pas toujours très très esthétique. Et puis on avait une fonte qui s'appelait Droid. Voilà. Bon. Ça a évolué principalement en 2011 avec l'apparition de la version 3.0 d'Android, voilà, destinée aux tablettes, donc Honeycomb. Et là, on a eu un design qu'on pouvait déjà appeler holo. Il y a eu un thème holo, un thème light, un thème dark. Et là, on commençait à avoir les prémices de ce qu'allaient devenir les applications sur Android jusqu'à récemment. Donc, fin 2011, cette fois-ci, il y a eu la version 4.0 d'Android qui est sortie, donc Ice Cream Sandwich. Donc là, pour la première fois sur Android, on avait enfin des design guidelines. Donc c'était un ensemble de règles fournies officiellement par Google sur un site dédié, de la documentation, et qui nous expliquait un petit peu quelles étaient les règles à respecter si on voulait faire une belle application Android. Voilà. Donc c'était des règles pas forcément obligatoires à respecter, mais qui pouvaient nous assurer au moins d'avoir une application qui ressemble à quelque chose. Et puis on a vu l'apparition d'une nouvelle police, Roboto, avec différentes variantes, donc light, bold, etc. Et puis à la dernière Google I.O., en juin cette année, on a eu la présentation par Google de ce qu'on appelle le Material Design. Donc le Material Design, c'est une évolution en quelque sorte d'Holo, mais qui va s'appliquer pas seulement sur Android, mais aussi sur toutes les plateformes en fait. Voilà. Donc au travers tous les produits Google, et même les applications que vous allez pouvoir faire, on va retrouver donc ce design qui peut s'appliquer sur toutes les plateformes. Donc Android, sur le web, et puis si vous êtes courageux, même sur iOS ou sur Windows Phone. Voilà. Et vraiment si vous êtes courageux. Donc, moi je ne suis pas designer, mais j'ai quand même quelques notions, et je pense qu'en tant que développeur Android, c'est important de connaître au moins les fondamentaux du design, savoir un petit peu où on va. Donc, le Material Design se base sur trois principes fondamentaux. Donc, le premier, c'est Material is the metaphor. Donc, le matériel, c'est la métaphore. Alors, en fait, chez Google, ils sont partis sur la base que le contenu peut être divisé en quelque sorte en calques. Voilà. Il faut voir ça un petit peu sur l'étude du papier et de l'encre. C'est-à-dire que votre interface graphique, elle va être divisée en différentes sortes de couches de papier, comme des couches de papier et calque, qui vont former vos layouts, vos boutons, etc. Et puis l'encre qui va être en fait le texte ou les images dans votre application. Voilà. Donc vous allez pouvoir superposer un petit peu comme ça vos couches de papier. Et vous avez aussi à avoir des effets de lumière. Voilà. Ce qui fait que, suivant comment vous superposez vos feuilles les unes par rapport aux autres, vous allez avoir automatiquement, ça on le verra, c'est dans l'API, des jeux d'ombre en fait entre vos différentes couches. Donc ça c'est important, c'est le premier point. Le deuxième c'est Bold, Graphic and Intentional. Donc ça veut dire qu'en gros, en Material Design, il faut que ça pète. Il faut que ça pète dans le sens où il faut qu'il y ait de la couleur, d'une part, et il ne faut pas hésiter à mettre en avant ce qui est important. Alors, il ne faut pas mettre des couleurs et des animations dans tous les sens, hein, d'accord, mais il faut vraiment mettre en avant ce qui est important pour créer une hiérarchie visuelle. Voilà. Tout ce qui va être image, tout ce qui va être couleur, tout ce qui va être changement de fonte. Alors, pas mettre des fontes complètement custom, hein, ça reste comme avant, mais jouer sur la grosseur de la police. Vous pouvez mettre du light, du bold, ce genre de choses. Voilà. Tout ça, c'est pour mettre en avant et créer une hiérarchie au niveau de vos éléments dans votre interface graphique. Et puis le troisième point, c'est Motion Provides Meaning. Donc ça veut dire que
en fait, les éléments vont pouvoir bouger les uns par rapport aux autres, mais pour créer du sens. Alors encore une fois, le but c'est pas de coller des animations partout, hein, voilà, ça n'a pas d'intérêt. Mais par contre, les éléments vont pouvoir bouger les uns par rapport aux autres. Quand vous avez une animation, il y a un sens. Typiquement, quand vous passez d'une vue à une liste de photos, par exemple, que vous cliquez sur une photo et que la photo va se transformer pour arriver sur une page de détail, tout ça c'est du mouvement et ça permet de concentrer l'utilisateur en fait, sur ce qui est important visuellement et ce qui ne l'est pas. Voilà. Donc tout ça, ça peut paraître un petit peu abscon, hein, voilà, surtout si on n'est pas designer, mais on va voir que ça se présente vraiment très concrètement en termes de code sur Android. Donc, pour vous faire la démonstration un petit peu de tout ce qu'on peut faire et de comment on peut implémenter vraiment facilement et passer de Holo au Material Design, j'ai créé une petite application de démonstration qui s'appelle Steam Explorer, qui vous permet, voilà, je pense que beaucoup d'entre vous jouent aux jeux vidéo, et donc ça va vous permettre en fait de parcourir le catalogue de Steam et puis sélectionner vos jeux favoris. Voilà. Donc vous pouvez scanner le QR code pour récupérer l'application. Alors il faut que vous ayez Android L, parce que ça utilise des ouais, désolé. Ça utilise les nouvelles API, donc si vous n'avez pas Android L, eh ben, vous ne pourrez pas l'exploiter. Voilà. Je précise qu'en fin des slides, vous aurez le lien pour télécharger tout le code source, donc vous pourrez regarder comment c'est fait, jouer avec, la rendre un peu plus compatible si vous voulez, et puis les slides aussi seront sur SlideShare. Voilà. Hop, je passe. Donc ça c'est l'application telle qu'elle était de base, en mode Holo. Donc c'est relativement simple, hein. Là on a une grid view avec nos jeux favoris, on a un petit bouton dans l'action bar pour ajouter un nouveau jeu, et puis on a une vue de détail, voilà, assez simple, avec une image en header, et puis du contenu texte après sur un fond plat. Voilà. Donc c'est pas forcément visuellement très très joli, d'accord, mais ça respecte les guidelines. Disons que c'est une application Holo vraiment basique, mais classique. Voilà. Donc la première étape sur laquelle on va passer, c'est changer le thème. Voilà. Donc là, on a un exemple concret avec Google Keep. Si vous regardez, bon, je pense que le screen de gauche, beaucoup d'entre vous, si vous avez fait de l'Android, vous connaissez. Voilà, vous avez l'icône de votre application, vous avez le titre de votre page, et puis des icônes dans l'action bar, et une status bar qui va avoir un fond noir, typiquement, voilà, avec vos icônes bleues, ou ça dépend suivant votre homme. Mais voilà, c'est classique. Je pense que tout le monde ici connaît. À droite, en revanche, c'est la même application, mais avec un thème, cette fois-ci, Material. Donc là, vous remarquerez que l'icône de l'application a disparu, le titre de la page est un peu plus gros, voilà, et la status bar a changé de couleur. Waouh. Voilà. Donc, comment on fait ça? C'est très simple. Première étape, dans Android Studio, vous allez créer un dossier donc, dans les ressources qui va s'appeler values-v21. Donc 21 pour l'API d'Android L, voilà. A priori ça ne bougera pas. Et vous allez créer un fichier pour le style, voilà, pour overrider votre thème. Jusque-là c'est du classique. Donc vous allez prendre le thème de votre application. Moi le thème il s'appelle Steam Theme. Voilà. Et cette fois-ci, au lieu de le faire hériter d'un thème Holo par exemple, ou AppCompat si vous utilisez AppCompat, là on va tout simplement le faire hériter d'un thème Material. Donc des thèmes Material, il y en a 3. Material, material.light, material.light.darkActionBar. Donc c'est exactement comme Holo au niveau de la syntaxe, sauf que c'est Material. Alors voilà, donc là il y a un petit exemple de code. Vous voyez, j'ai vraiment repris mon thème tel qu'il était sur Holo. J'ai juste remplacé la balise, le contenu de l'attribut parent pour remplacer par la valeur du thème Material. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors voilà le résultat final. Bon, en gros, ce qui a changé, c'est que j'ai effectivement l'icône de mon application qui a disparu. J'ai une couleur maintenant un peu plus spécifique, un peu plus claire sur mon action bar. Et alors, je ne sais pas si ça se voit très très bien au fond, mais la status bar a également changé de couleur. Voilà. Bon. Pour l'instant, ce n'est pas vraiment probant. Bon, alors, comme je l'ai dit, en Material Design, il faut que ça pète un peu. Il faut qu'il y ait des couleurs. Voilà. Ça, c'est très important. Donc, sur votre thème Material, il y a tout un tas de nouveaux attributs que vous allez pouvoir exploiter pour changer très facilement toutes les composantes de couleurs de votre application. Voilà. Donc il y en a deux que je vais vous présenter qui sont Color Primary et Color Primary Dark. Voilà. Donc Color Primary, c'est un attribut dans votre thème qui va vous permettre de définir en fait la couleur principale vraiment de votre application. Typiquement, la première chose sur laquelle ça va se voir visuellement, c'est que ça va changer la couleur de l'action bar.
Voilà. Donc là, sur cette couleur-là, il faut essayer de mettre une couleur qui est vraiment propre à votre branding. Voilà. Typiquement, sur Facebook, ce serait un bleu. Moi, dans l'application, c'était du vert, donc j'ai mis une couleur bien verte. Voilà. Et puis la Color Primary Dark, ça c'est une variante qui est plus sombre, qui va permettre entre autres de colorer la status bar. Voilà. Donc vous pouvez mettre, si vous voulez, une couleur complètement différente. Ça ne rendra pas forcément très très bien. Alors, pour aller plus loin des attributs dans le thème, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vous pouvez tout personnaliser. Ça va des contrôles de l'interface jusqu'à la couleur de la navigation bar, etc. Une autre chose qui est très sympa, c'est l'API Palette, voilà, qui est disponible en support V7, si vous faites encore jusqu'à V7, paix à votre âme. Donc, la librairie, l'API Palette, elle vous permet de prendre une image, en fait, et d'en extraire les composantes de couleurs. Voilà. Donc, si vous voulez faire une interface, par exemple, colorer votre action bar ou colorer des titres en fonction des composantes couleurs d'une image, ça se voit sur certaines applications, bah, la librairie Palette va vous permettre de le faire très très facilement. Voilà. Et donc pour les autres attributs, je vous encourage à aller voir dans la doc, tout est expliqué, il y a des exemples, c'est pas mal. Voilà. Donc j'ai repris mon thème de tout à l'heure, hein, le Steam theme, et j'ai juste overridé deux propriétés, donc Color Primary qui va permettre de colorer l'action bar, comme on va le voir après, et Color Primary Dark pour la status bar. Voilà. Donc le résultat, j'ai coloré mon action bar, c'est super. Alors la status bar, ça ne se voit pas forcément très bien, j'ai mis un vert en fait qui est très très sombre pour qu'on voit bien la différence. Encore une fois, vous pouvez mettre ce que vous voulez comme couleur. Voilà. Bon. Alors vous allez me dire, bon jusque là c'est super, on a coloré l'action bar, je pensais qu'on allait faire du material design, tout ça c'est des choses qu'on voit depuis 1 ou 2 ans un peu partout, c'est pas très compliqué. Bon, rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Donc le Floating Action Button, ou FAB pour les intimes. Je pense que vous avez tous expérimenté sur des applications comme Google+, par exemple. Donc, en termes de design, qu'est-ce que c'est? Le FAB, c'est un bouton qu'on appelle flottant. Donc, en fait, en termes de material design, c'est-à-dire qu'il va être sur une couche de papier supérieure. Voilà. Vous imaginez qu'il est un petit peu au-dessus du reste et que du coup, il va avoir une ombre par-dessous qui va permettre d'illustrer cet effet de flottaison. Voilà. Donc, il représente en général une action majeure dans votre page, voilà, dans votre écran, ce qu'on appelle une promoted action. Donc, ça va vraiment être une action qui est importante dans votre page. Voilà. Là, typiquement, ça vous permet d'ajouter une photo sur le contact. Sur Google+, ça vous permet d'écrire du contenu. Voilà. Normalement, il n'y en a pas plus d'un par écran, voilà, mais surtout, ce n'est pas obligatoire. Il ne faut pas vous sentir obligé d'ajouter un bouton flottant parce que ça fait sympa, que ça fait joli, etc. Il y a des écrans, il y a des situations où tout simplement ça ne s'applique pas. Donc dans ces cas-là, vous faites autrement. Ou, voilà. C'est que vous n'avez peut-être pas tout simplement d'action principale dans votre écran. Ce n'est pas gênant. Alors, comment ça se passe pour nous les développeurs pour implémenter ça? Alors, il n'y a pas vraiment de standard en tant que tel, il y a plusieurs manières de faire. Vous pouvez passer par une vue customisée, vous pouvez faire un drawable, voilà, c'est une solution relativement simple. Ou alors, vous pouvez reprendre un projet GitHub existant. Donc, typiquement, l'application AndroidCon Paris, voilà, qui est inspirée de l'application de la Google I.O. Là, il y a un bouton flottant. Donc, vous pouvez aller voir le code source, regarder un petit peu comment ils ont fait et l'implémenter dans votre application. Il y a d'autres projets GitHub qui ont été créés au lendemain de l'I.O. justement sur ce sujet. Donc, entre autres, qui s'appelle tout simplement Floating Action Button. Voilà. Il y en a plusieurs, des projets. Vous pouvez choisir celui que vous voulez. Et vous pouvez même rendre ce bouton flottant compatible jusqu'à Android 2.x. Si vraiment vous êtes courageux. Alors, c'est pas très compliqué en fait de le faire. La seule chose qui peut être un peu tricky éventuellement, c'est pour avoir un bon rendu sur les ombres du bouton, mais c'est vraiment tout. Voilà. Sinon, c'est pas très compliqué. Donc, moi, ce que j'ai utilisé dans Steam Explorer, c'est une vue custom qui est inspirée donc, du projet GitHub Floating Action Button. Alors, c'est juste un frame layout, en fait, c'est une vue custom qui hérite d'un frame layout, donc c'est vraiment pas très compliqué. Il n'y a que 2 méthodes en fait qui sont vraiment intéressantes. Une méthode init qui va prendre une couleur en paramètre et qui va définir la couleur de fond de mon bouton. Voilà. Moi, je voulais un beau bouton vert. Voilà. Donc, j'ai juste passé en paramètre de ma méthode init la couleur en question. Et alors, vous verrez qu'il y a une ligne, voilà, où j'ajoute l'ombre du bouton. Ça, c'est très très important. On est en material design, le bouton flottant, il est au-dessus du reste de lui. Donc, il faut absolument qu'il ait une ombre. Ça, c'est super important. Voilà.
Deuxième méthode, donc c'est je prends mon canvas pour dessiner et je vais dessiner tout simplement un cercle. Voilà. Le bouton flottant, normalement, c'est rond, donc on dessine un cercle. Voilà. En passant en paramètre, donc bien l'objet Paint que j'ai créé au-dessus. Voilà un petit peu ce que ça donne au final. Donc c'est le petit bouton qui est en bas à droite avec le plus. Comme je vous l'ai dit, c'est juste une vue custom, c'est un frame layout. Donc dedans, j'ai mis une image view pour avoir mon icône et j'ai pas été plus loin que ça. Il n'y a vraiment pas besoin. Si vous voulez ajouter une autre icône à la place, pas de problème, c'est juste une autre vue du même type avec une image différente. Voilà. Bon alors, si vous regardez la petite vue de détail qui est à droite, vous allez me dire ouais, mais le bouton de l'image, le bonhomme de l'image, sa tête elle est cachée par le bouton. Voilà, c'est pas top. Bah oui, parce que c'est quand même un gros bouton qui est en plein milieu de notre interface graphique, et donc ça peut cacher du contenu. Voilà. Ça peut être très très vite gênant. Voilà. Donc pour ça, il y a ce que j'appelle le scrolling effect, que vous pouvez avoir sur Google+, par exemple. Je vous ferai la démo après. Donc en fait, quand vous allez descendre, quand vous allez scroller vers le bas dans votre application, le bouton va se cacher, et quand vous allez rescroller vers le haut, voilà, le bouton là va s'afficher. Voilà. Ça permet à l'utilisateur, quand il consulte du contenu, quand il descend un petit peu, de ne pas avoir du contenu caché. Par contre, dès qu'il veut utiliser votre bouton flottant, il sait qu'il a juste à rescroller vers le haut, et son bouton va revenir. Voilà. Donc, il y a plusieurs manières d'implémenter cet effet. Vous pouvez mettre tout simplement un scroll listener si vous avez une scroll view. Si vous avez une list view ou une grid view, c'est assez simple à utiliser aussi. Voilà. Je pense notamment au projet Quick Return List View sur GitHub, qui vous permet de faire des actions suivant le scroll que vous avez sur votre liste ou votre grid. Voilà. Donc, pensez aussi à la petite animation, comme je vais vous le montrer dans la vidéo. Le bouton, il ne va pas juste apparaître d'un seul coup comme ça, d'accord, ce serait pas joli. Vous allez voir qu'il va descendre, il va venir du bas de la page et il va venir remonter. Donc là, si tout va bien, ça fait vidéo. Voilà, parfait. Donc vous voyez, quand je scrolle vers le bas, le bouton disparaît, je scrolle vers le haut, le bouton revient. Voilà. Encore une fois, si vous utilisez Google+, vous êtes assez familier avec ce pattern. Voilà. Donc, comme ça, quand je scrolle, le visage de mon petit bonhomme, il est plus caché. Voilà. Ça, c'est sympa. Vous voulez que je rejoue au fond la vidéo? Vous n'avez pas vu? Ok, allez, c'est reparti. Ok? Allez, super. Attention. Hein. Ok, donc on a vu les boutons flottants, donc ça c'est très sympa. Il y a une autre chose qui vraiment est très typique des applications qu'on a en Material Design, ce sont les cards. Alors les cards, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis quelques années, qui ont été popularisés par des applications comme Google Now ou Facebook, Google+, etc. Qu'est-ce que c'est une card fondamentalement en termes de design? Une card, c'est une idée, une notion ou un contenu. C'est-à-dire qu'une carte, ça fait une chose et pas 10. Sur l'exemple que vous avez à droite, vous avez les 10 plus belles plages d'Australie. Voilà, ça fait rêver. Mais cette carte-là, elle présente que les plages qui sont en Australie, pas les plages qui sont en France, les plages de San Francisco, etc. C'est que les plages d'Australie. Voilà. Ça, c'est important, c'est une carte. Si vous voulez, là en dessous, par exemple, vous avez un safari dans la vallée des kangourous, c'est une carte à part. Voilà, c'est pas sur la même carte. Ça, c'est très important. Alors, ça ne s'applique pas à toutes vos listes. Il y a des applications où on voit qu'il y a des cartes un petit peu partout. En fait, ce qui est dit dans les règles du Material Design, c'est que si votre contenu est homogène et très simple, il vaut mieux ne pas utiliser des cartes. Je prends un exemple. Si vous avez une liste de contacts avec des petites photos et juste le nom à droite, voilà, c'est toujours le même contenu, donc c'est un contenu homogène, et il y a assez peu d'informations. Dans ces cas-là, les cartes, tout ce qu'elles vont faire, c'est gêner l'utilisateur en fait avec des fioritures visuelles. Par contre, dans le cas qu'on a ici, là c'est du contenu qui est déjà plus complexe, donc on a beaucoup plus d'informations sur ces cartes. Donc dans ces cas-là, ça permet en fait d'aérer tout simplement le contenu. Voilà. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Alors, en termes de code, voilà. Donc on pouvait le faire avant, bien entendu, on l'a vu sur plein d'applications. En général, ça se faisait avec un drawable. Il y avait plusieurs désavantages. Premièrement, c'était assez
peu customisable. Voilà. Si vous vouliez changer un petit peu votre drawable, fallait en changer un, le changer ou créer un autre drawable. C'était pas un standard, ce qui fait que vous pouviez avoir des petites différences visuelles entre les cartes de Google Now, les cartes sur votre application. Et puis il n'y avait pas de gestion dynamique des ombres. Or, on a vu qu'en Material Design, les ombres, c'est super important. Avec Android L, maintenant, c'est facilement customisable pour la bonne et simple raison que c'est une classe à part dans la librairie de support V7. Voilà. Donc vous allez pouvoir mettre des cartes donc avec une classe qui s'appelle la carte View. Vraiment partout dans votre application, vous allez pouvoir changer l'arrondi des angles, par exemple, changer la couleur de fond. Vous allez pouvoir changer l'effet sur le sélecteur. Voilà. Vous allez vraiment pouvoir changer plein de choses et ça, c'est super. Et il y a un attribut élévation voilà, qui est nouveau sur l'API, sur Android L, qui va vous permettre de gérer dynamiquement les ombres. Voilà. Si vous voulez mettre en avant une carte par rapport à une autre, voilà, si vraiment vous pensez que votre utilisateur aime beaucoup les plages d'Australie par rapport à celles de France, par exemple, et ben, dans ce cas, vous pouvez mettre une élévation plus grande sur la carte à mettre en avant, et comme ça, l'utilisateur saura qu'elle est plus importante que les autres. Voilà. Et il y aura dynamiquement en fait, une ombre qui va être mise sous votre carte. Donc là, sur l'application, en fait, là où je m'en suis servi, c'est sur la vue de détail d'un jeu. Donc avant, si vous vous souvenez, il y avait juste du texte sur un fond plat. Là, on est divisé en plusieurs cartes. Il y a une carte pour la description du jeu, une carte pour les créateurs, le studio qui a développé le jeu et l'éditeur, et puis une carte pour les notes du jeu, s'il y en a éventuellement. Donc là, on avait bien 3 idées et donc 3 cartes. Voilà. Donc c'est vraiment séparé, c'est hiérarchisé, on sait ce qui est important et c'est surtout c'est aéré. Voilà. Ça donne très rapidement en fait, du cachet à votre application. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à les utiliser, ça rend vraiment très très bien. Et c'est simple à faire en plus. Donc, on va parler un petit peu plus maintenant des animations. Voilà. Donc les animations sur Android L, si vous avez regardé comme moi la keynote de la Google I.O. en juin dernier, il y a un truc qui pouvait vous frapper, c'est que en fait il y avait beaucoup d'animations. Voilà. Tout était en mouvement. Quand vous passiez d'un écran à un autre, vous aviez beaucoup d'effets de transition qui étaient là. Et personnellement, moi j'ai trouvé ça assez impressionnant et je me suis dit mais actuellement c'est très difficile de faire quelque chose comme ça. Il n'y a pas d'application qui exploite ce genre de mécanisme. Avec Android L, ça va devenir possible parce qu'il y a tout un tas de nouvelles API, il y en a vraiment beaucoup, qui ont été créées et qui ont été ajoutées donc, sur Android L qui vont vous permettre de réaliser toutes sortes d'effets. Voilà. Donc moi, l'effet que je préfère, c'est la transition entre activities avec un élément partagé. Typiquement, quand vous passez d'une vue de liste, par exemple une liste d'images, à une vue de détail, voilà, et ben vous allez avoir la photo qui va partir de la liste et qui va aller se caler dans la vue de détail automatiquement. Il va y avoir un certain nombre d'animations, je vous montrerai dans la démo tout à l'heure. Voilà, de manière assez sympa. Et finalement, encore une fois, dans le Material Design, les animations doivent fournir du sens. Donc là, vous allez pouvoir vraiment concentrer votre utilisateur puisque vous allez conserver une cohérence entre la liste et la vue via l'image qu'il a sélectionnée. Vous avez également le ripple effect, donc ça c'est une sorte d'effet d'onde en fait. Je vous montrerai la démo également tout à l'heure. C'est pour faire du touch feedback. Voilà. Typiquement, ce qu'on avait avant sur du holo, c'est juste une sorte de sélecteur. Voilà, bon, c'est sympa, mais c'est pas forcément très sexy. Là, vous verrez que le ripple effect, c'est vraiment très très sympa et en plus c'est automatique sur les listes, ce genre de choses. Il y a les ombres également, donc avec l'attribut élévation qu'on a vu juste avant sur les cartes view, mais on peut également le mettre sur d'autres vues, voilà, sur vos boutons plus classiques par exemple, ou sur votre fab, c'est l'occasion d'utiliser ces ombres. Et plus, voilà, il y en a vraiment beaucoup des API, comme je vous l'ai dit, pour les animations. Donc, il ne faut pas hésiter à aller voir dans la documentation. Il y en a vraiment plein. Vous pouvez aller les tester. Il y a des samples. Voilà, il y a une conférence aussi de Romain Guy à la dernière I.O. Sur le sujet. Voilà, il y a vraiment plein de choses sympas visuellement. Donc moi, la démo que je vais vous présenter, là, c'est le Ripple Effect. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, voilà. Hop. Donc c'est l'effet, en fait, c'est le touch feedback qu'on a quand on appuie sur un élément de notre liste. Voilà. Donc, c'est cette espèce d'effet d'onde qui se propage depuis l'endroit où j'ai appuyé sur mon écran
tout autour sur ma vue. Voilà. Alors, vous avez peut-être vu, je vous la rejoue, hein. Vous avez peut-être vu que l'effet en question, voilà, ajoute une couleur verte sur le jeu que j'ai sélectionné. Donc, cette couleur-là, encore une fois, vous pouvez facilement la personnaliser dans votre thème. Voilà. J'ai parlé tout à l'heure des nombreux attributs que vous avez dans les thèmes matériels. Ça en fait partie. Donc, si vous voulez avoir du vert dans votre action bar et du orange en tant que sélecteur sur le Ripple Effect, il n'y a pas de problème, c'est facile. Je reprécise que tout ça, c'est automatique. Le Ripple Effect, sur vos list view, sur vos grid view, vous l'avez par défaut. Voilà, sur les boutons dans l'action bar également. Et il est également possible, il y a l'API, la classe qui va bien, pour l'implémenter de manière custom sur d'autres vues si vous avez envie. Voilà, tout ça, c'est simple à utiliser. Autre démo, donc là, c'est pour la transition entre deux activities, pour garder un élément partagé, comme je vous en parlais tout à l'heure. Donc là, je vais vous montrer la petite vidéo et je vous montrerai le code après. Donc là, je vais sélectionner un jeu. Et vous voyez que le jeu la vignette qui était en bas à droite, elle vient finalement faire une transition et s'agrandir automatiquement hop, en haut de l'écran, en grand. Voilà. Je vous la rejoue pour ceux qui étaient au fond, éventuellement. Voilà. Donc là, le jeu en bas à droite, hop, voilà, l'image vient s'agrandir automatiquement. Ça, c'est pas quelque chose que j'ai fait manuellement, si je puis dire, si ce n'est le peu de code qu'on verra tout à l'heure. Mais tout ce qui va être agrandissement et positionnement de l'image en question, tout ça, c'est automatique avec la nouvelle API sur Android L. Et ça, c'est très intéressant, parce que en fait, tout ça, c'était possible avant, avec un élément partagé. Mais d'une part, ça pouvait être très très long à faire. Et puis, si vous vouliez le changer, par exemple, si vous aviez une toute petite image à droite qui devait s'agrandir comme là, et c'était pas forcément évident à réaliser. Voilà. Maintenant, avec Android L, c'est très facile. Et en plus, vous pouvez même faire des transitions avec plusieurs éléments partagés. Voilà. On aurait pu faire transitionner, par exemple, une image plus un texte entre deux activities. Et ça, mine de rien, ça peut être super pratique et ça peut faire un effet waouh assez sympa dans votre application. Donc, comment ça se passe en termes de code? Alors, j'ai une image view, voilà, c'est l'élément que je veux garder entre mes deux activities. Et j'ai un nouvel attribut qui s'appelle viewName. Voilà. Donc là, j'ai donné comme valeur GameAppImage. Donc, cette viewName, ce qui est très important, c'est dans les deux activities, au niveau de la vue, voilà, donc la vue d'origine et la vue de destination, si je puis dire, il faut que le viewName soit le même. Ça, c'est une première chose. Après, dans mon code Java, tout ce que j'ai fait, c'est faire un intent classique, voilà, comme je ferais avec n'importe quelle activity. Mais là, j'utilise donc la classe ActivityOption avec une méthode qui s'appelle MakeSceneTransitionAnimation, voilà, qui prend 3 paramètres. Le contexte, ça c'est relativement classique. La vue dans mon activity actuelle, l'activity mère, que je veux transformer, voilà. La vue depuis laquelle l'animation va repartir. Et puis le nom de la vue dans l'activity de destination. Voilà. Donc là, on retrouve bien mon GameAppImage, c'est bien le viewName que j'ai mis. Et ça va permettre ensuite, automatiquement, à Android de faire la transition, comme on l'a vu dans la vidéo avant, de la première activity à la seconde automatiquement. Voilà. S'il y avait d'autres éléments à ajouter, c'est exactement sur le même principe, sauf que vous lui passez plus de vues et plus de viewName. Voilà. Mais sinon, il s'occupe des calculs et la transition tout seul. Là-dessus, c'est vraiment très 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 simple. Donc, on va arriver à la fin. Donc, quelques liens pour vous aider, si je puis dire, ou si vous voulez aller plus loin. Vraiment, le site web indispensable à consulter, c'est google.com/design. Voilà, c'est vraiment la référence maintenant pour le design sur Android et même sur autre chose, voilà, sur le Material Design en général. Il y a donc tout un site avec plein de samples, plein d'exemples, vraiment très bien illustrés pour voir un petit peu ce qu'on peut faire et surtout ce qu'on ne doit pas faire. Ça, c'est important. Et puis, en plus, vous avez un gros PDF qui explique vraiment en détail toutes les règles. Voilà, vous pouvez devenir des pros du Material Design si vous arrivez à lire tout ça. Et puis, il y a 2 autres petits liens. Voilà, là, c'est plus pour ceux qui font du web. L'équipe du projet Polymère, donc les Web Components HTML5, et l'équipe d'AngularJS. Donc, les 2 équipes ont créé des composants pour leurs frameworks respectifs qui permet de faire du Material Design sur le web. Voilà. Comme j'ai dit au début, le Material Design, c'est pas que pour Android, c'est aussi pour d'autres plateformes.
Et donc, vous allez pouvoir très simplement intégrer du Material Design dans vos projets web dès maintenant, en fait. Voilà. Donc, si vous faites du web, allez-y. En conclusion, Material Design, ouais, c'est cool. Voilà. Ça va permettre de donner un petit coup de fraîcheur au design des applications sur Android qui commençaient un petit peu à toutes se ressembler. Il y a possibilité de l'appliquer avant Android L. La plupart des démos que je vous ai faites, là, à part les API d'animation, où là, effectivement, c'est un petit peu difficile de reproduire avant, mais tout ce qui est boutons flottants, cards, et puis le thème dont on peut s'approcher un petit peu en changeant la couleur de Action Bar, ce genre de choses, tout ça, c'est disponible avant Android L. Même sur 2.x, si vous êtes vraiment très, très courageux. Voilà, mais si vous voulez, vous n'êtes pas fermé à la toute dernière version d'Android, vous pouvez l'utiliser ailleurs. Et même sur d'autres plateformes, si vous voulez faire de l'iOS, si vous voulez faire du web, si vous voulez faire du Windows 8, le Material Design, c'est vraiment quelque chose qui se veut universel. Donc vous pouvez l'implémenter partout, il n'y a pas de problème, c'est fait pour. Et puis ça peut avoir des rendus très sympas, même ailleurs que sur Android. Voilà. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. Vous pouvez nous retrouver sur notre blog IdeaApp, sur Twitter. Vous avez également le code source donc, de l'application Steam Explorer qui est disponible sur mon GitHub. Et vous avez là le QR code que vous pouvez flasher pour avoir les slides et donc récupérer le lien pour les sources de l'application. Et puis l'APK pour ceux qui ont Android L sur leur téléphone pour tester un petit peu. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Vous êtes tous ébahis par Material Design. Bonjour, d'abord merci pour la présentation. Pas de problème. Tout à l'heure, quand vous avez parlé de la couleur de la status bar, qu'est-ce qu'il en est pour les icônes de la status bar? Est-ce qu'on peut les changer aussi? Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, est-ce qu'on peut changer les couleurs des icônes dans la status bar? J'ai rien vu qui permet de le faire. Je pense pas, honnêtement. Effectivement, alors peut-être qu'ils les adaptent. J'ai pas fait le test. J'ai essayé avec plusieurs couleurs. C'est toujours resté pareil. Donc peut-être qu'ils les adaptent après en fonction de la couleur actuelle des icônes, mais je pense pas qu'on puisse le faire. Voilà, je pense que ça va rester tel que c'est sur la ROM en fait. Voilà. D'accord, merci. Bonjour, merci pour la présentation déjà. J'ai une question sur à la toute fin, vous avez parlé de support sur les anciennes versions d'Android. Oui. Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des choses qui sont intégrées dans la librairie support? Est-ce que c'est performant? Comment on y arrive? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je ne peux pas faire? Alors, effectivement, question compatibilité. La seule chose qui est difficile ou parfois impossible à reproduire, c'est tout ce qui va être niveau API d'animation. Voilà, le ripple effect, c'est certainement possible, mais ça va être un petit peu compliqué, un petit peu lourd. C'est pareil, les éléments partagés entre activities, c'est possible, mais ça peut très vite devenir compliqué. Voilà. Et puis le thème, pour l'instant, il n'y a pas de thème Material Design compat qui existe. Voilà, peut-être que ça viendra, c'est pas sûr. Mais au-delà de ça, tout ce qui est bouton flottant, j'ai envie de dire comme c'est un truc custom et qui n'est pas forcément standard, c'est très facile de le rendre disponible même pour Android 2.x, voilà, puisque c'est juste une vue custom au final. Voilà, et juste l'ombre qui peut être un petit peu compliquée, mais même si on utilise un drawable par exemple, ça se fait très très bien. Tout ce qui est cards, pareil, si vous utilisez un drawable, ça va très bien fonctionner sur 2.x, vous n'aurez pas de problème. Et vous pourrez utiliser également les cartes vues dans la lib de support. Moi, je les ai utilisées, voilà, même sur 2.x, ça marche très très bien. Voilà. Donc c'est à partir de l'API 7. Voilà, a priori, ils vont plus trop faire de V4, ils sont plus partis sur du V7 pour Android L. Voilà, même le thème Material, même s'il n'est pas disponible, c'est très facile avant Android L de changer la couleur de l'action bar. Voilà, bon, ça se fait plutôt bien. Effectivement, status bar, navigation bar, là, ça va plus être 4.4, malheureusement, parce qu'avant, il n'y a pas les API pour. Mais voilà, c'est à peu près les seules choses. Je vous dis, il n'y a vraiment que les animations qui sont difficiles à reproduire. Le reste, ça se fait plutôt bien. Voilà. Puis en plus, si vous restez sur une compatibilité only 4+, là, c'est du tout cuit, quoi. Voilà.
D'autres questions? Ok, bah merci.